Bonsoir tout le monde. Pour les Jeudis du Wagon, ce soir, on est très content d'accueillir Romain Nicoli, qui est un des cofondateurs, qui est le CTO de Criteo. Bonsoir. Donc je vais laisser Romain se présenter, nous raconter peut-être un peu votre aventure Criteo, qu'on a déjà un peu entendu, mais c'est bien d'en parler. Voilà. Et d'où tu viens, un peu ton histoire. Et derrière, je pense qu'il y aura pas mal de questions dans le public. Et on va passer vraiment en mode discussion. D'accord, très bien. N'hésitez pas à me dire si c'est intéressant ou pas intéressant, s'il faut parler d'autre chose, je pense que vous le ferez. Donc pour présenter un peu mon parcours, avant de parler de Criteo, ce qui s'est passé avant Criteo, bon, ça vous intéresse peut-être de voir d'où je viens. Moi, j'ai un parcours école d'ingé généraliste, pas spécialement informatique, c'était une école généraliste. En fait, l'informatique, je n'ai pas appris à l'école, j'ai appris avant. J'en ai fait tout seul depuis que je suis ado, globalement. Et je me suis fait mes petits programmes tout seul pendant l'été, des longues soirées d'été. Donc en fait, quand je suis arrivé en école d'ingé, je savais déjà programmer et j'en savais déjà plus que ce que j'aurais pu apprendre à l'école de toute façon. Donc c'était un petit peu comme ça que ça s'est passé. Donc pour moi, c'était clair que l'informatique et des projets où j'aurais eu besoin de coder, c'était ce que j'avais envie de faire. C'était clair depuis très tôt, avant même le lycée, c'était clair. Donc j'ai commencé en fait à coder sur une machine Casio qui paraîtrait complètement dinosauresque aujourd'hui. Ça ressemblait à une espèce de manette d'agent secret avec il y avait un lecteur de mini-cassette pour enregistrer les programmes. Il y a une espèce de table traçante avec des crayons de couleur, il y avait 4 couleurs qui faisaient des traits, etc. Et on programmait la machine en question avec du BASIC. La mémoire totale de la machine, c'était 15 kilooctets. Donc ça voulait dire qu'on ne peut pas faire un programme qui faisait plus de 15 000 signes. C'était le maximum. Donc on atteignait assez vite les limites du système. Et j'ai commencé avec ça. Et donc ça m'a vachement intéressé. Donc au début, j'ai commencé à copier des listings de programmes qu'on peut trouver dans des revues ou des choses comme ça, parce qu'il n'y avait pas encore d'Internet à ce moment-là. Et puis ensuite, faire mes propres programmes. Donc j'ai pris un petit peu le virus en jouant avec cette machine-là. Puis après, je suis passé sur un PC un peu plus classique, qui n'avait pas de disque dur au début, donc c'était un vieux PC, mais qui était déjà beaucoup mieux que la machine que j'avais avant. Et donc en termes de parcours, de langage de programmation, j'ai commencé avec du BASIC. Après, je me suis dit qu'il fallait faire des trucs un peu plus sympas, un peu plus costauds, donc je suis allé directement sur de l'assembleur. Je ne sais pas si vous avez pratiqué un petit peu, mais c'est quand même assez bas niveau, pas forcément super rapide pour faire des programmes. Donc j'ai appris avec un bouquin, je ne sais pas si vous avez connu la collection Marabout. Ça vous parle, non? Non, je pense vraiment être vieux. Alors, c'est des bouquins de poche, collection Marabout, et donc il y avait assembleur facile. Et donc j'ai commencé comme ça. Un lieu dont on a tous rêvé. Donc c'est pas si facile que ça l'assembleur. Donc j'en ai fait un petit peu. Je me suis dit que rapidement, il fallait quand même trouver un truc un peu plus haut niveau. Donc je suis passé sur du C et du Turbo Pascal. Le Turbo Pascal, je trouvais ça super. Il y avait un éditeur, donc c'est tout en mode texte, mais il y avait un éditeur qui coloriait la syntaxe. Il y avait déjà plein de trucs un peu sympas. Donc j'ai trouvé ça assez génial. Donc je fais pas mal de trucs en Turbo Pascal, en C, et un peu plus tard C++, et puis après une série d'autres langages. Donc tout ça, c'est quand j'étais ado finalement, collège, lycée, et j'ai appris un peu tout seul. Donc école d'ingé où j'ai fait une option informatique, mais je dirais que c'est pas vraiment là que j'ai appris le plus. Et puis donc en sortant de l'école, c'était en 2000. J'avais envie de partir un petit peu loin pour voir des choses un peu différentes. Donc j'ai envie d'aller aux États-Unis notamment. Donc je suis allé travailler pour Microsoft pendant 5 ans, à peu près de 2000 à 2005, aux US, près de Seattle, à Redmond au siège, où j'ai fait du dev sur Windows en fait. J'ai fait ça pendant un certain nombre d'années, et ensuite, en 2005, revenu à Paris pour démarrer Criteo avec un copain, qui était un copain de promo de l'école, et qui était aussi allé à Microsoft. On était coloc en fait pendant plusieurs années. Lui était reparti un peu plus tôt des États-Unis, il était toujours chez Microsoft en Allemagne. Il avait quitté le job pour démarrer ce qu'allait être Criteo, et puis je l'ai rejoint peu de temps après. Je suis revenu à Paris, on a démarré Criteo. Voilà, puis après, c'est comment justement le lancement de Criteo, si tu veux raconter un peu les débuts. Ouais, alors les débuts sont assez lents. Surtout les galères, okay. Les galères. Ouais, il y a eu pas mal, galères, je sais pas si c'est les galères, mais il y a eu pas mal de péripéties en tout cas. Donc Criteo, en fait, on a démarré dans un incubateur à Goranov, que vous savez peut-être. Et les locaux dans lesquels on était à cette époque-là étaient tout près d'ici, c'est marrant. Donc c'était rue Castex, à 2 pas d'ici. Ils ont déménagé depuis, ils sont boulevard Raspail. Donc on a démarré dans cet incubateur-là. On avait fait un dossier, on était mis dans l'incubateur, donc on était 2 pour démarrer. Donc il y avait Franck Leroy et moi, donc on avait démarré ce projet.
En fait, c'est Franck qui avait commencé le premier à débroussailler le terrain, et puis bon, on était resté en contact permanent, parce qu'on se connaissait très bien, on était resté en contact. Donc j'ai rejoint 3-4 mois après le début des premières lignes de code qui ont été écrites par Franck, et on a rejoint l'incubateur à ce moment-là. Bon, c'était tout petit, hein. Il y avait, ça devait être à peu près la taille de ces pièces, hein, l'incubateur. Pas tellement plus, un tout petit peu plus grand. Donc à la base, vous étiez 2 geeks. Voilà, on était 2 geeks, mais enfin, je ne sais pas si je me définirais comme un... Non, mais geek, 2 ingés. 2 ingés, ouais. Donc ouais, geek, mais par contre, je pense qu'on a... Enfin, je me définirais pas comme un pur codeur qui s'intéresse pas aux aspects business produit. En fait, je pense qu'on a toujours eu ce mix d'essayer de créer un truc et le code, c'est un truc qu'on aime faire, mais qui a un moyen d'arriver à une fin. C'est pas une fin en soi, quoi, finalement. Donc on était tous les deux. On a rencontré en fait Jean-Baptiste, qui est le 3e cofondateur de Criteo et qui est devenu le PDG après, en fait. On est rentré dans cet incubateur en mai 2005 et on a rencontré Jean-Baptiste vers septembre 2005, je me rappelle bien. D'ailleurs, c'est marrant la façon dont on s'est rencontrés, c'était complètement par hasard, hein, dans les locaux d'Agoranov. Donc nous, on était en train de coder dans notre coin sur un petit coin de bureau qui devait faire à peu près cette taille-là. Et puis Jean-Baptiste venait présenter son projet dans la salle de réunion de l'incubateur devant un parterre d'investisseurs potentiels ou de différentes autres personnes. Donc on n'était pas dans cette réunion. Et Jean-Baptiste explique son projet, qui était à peu près exactement le même que le nôtre. Donc c'était la même idée, avec les mêmes ambitions, le même produit. Et donc il explique qu'il est seul dans le monde à faire ça. Et donc c'est les gens de l'incubateur qui lui disent non, mais en fait, il y a 2 gars derrière la porte qui font la même chose que toi. Donc bon, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc évidemment, après la réunion, on s'est croisés dans le couloir, on a discuté. Et puis le temps d'apprendre à se connaître et de s'apprivoiser, donc quelques semaines plus tard, on a fusionné les projets. Et on a cherché à lever des fonds juste après. Donc on s'est rencontrés en septembre 2005 et mars 2006, c'est la première levée de fonds pour Criteo. Donc ce qu'on a essayé de faire au début, hein, pour parler de quel était le projet de départ de Criteo, est assez différent de ce qu'on fait aujourd'hui finalement. En fait, on a changé plusieurs fois le produit, le marché, le business model. En fait, c'est la techno qu'on a gardée finalement. Donc c'est le seul truc qui est resté à peu près stable. Après, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées. L'idée de départ, c'était de trouver un moyen algorithmique, mathématique, de trouver le contenu pertinent pour quelqu'un sur Internet. Et donc, fin 2004-2005, c'est l'apogée, enfin pas l'apogée, mais en tout cas la montée en puissance de ce qu'on appelait le contenu généré par les utilisateurs, les forums, les blogs. Un petit peu plus tard, il y a eu les skyblogs en France, des millions de blogs. Donc finalement, de plus en plus de contenu, mais moins de contenu éditorial et de plus en plus de contenu dont la qualité est subjective, pour ne pas dire complètement nul pour certains. Donc c'est intéressant d'avoir une techno qui va nous permettre de trouver le contenu pertinent. Donc en fait, les premières choses qu'on a faites, c'était un développement d'algo, c'est-à-dire des meilleurs algorithmes pour trouver du contenu pertinent sur Internet. Et le parti pris, c'était de faire ça de façon collaborative. Donc c'est la famille d'algo sur laquelle on a bossé, c'était du filtrage collaboratif. Alors filtrage, c'est juste un autre terme pour dire qu'on fait de la recommandation d'objets, de produits ou autre chose. Filtrage, c'est on va filtrer le contenu, on va garder que la partie intéressante. Et collaboratif, parce que le parti pris, c'est pas essayer de se baser sur ce que sont les produits ou les caractéristiques des produits et d'avoir un truc qui marche pour un certain type de produit, mais d'avoir une techno un peu générique qui marche quels que soient les produits en se basant sur des marques d'intérêt de la communauté. En fait, on va analyser des marques d'intérêt. Donc les marques d'intérêt, ça peut être une note explicite qu'on met sur un produit. Hein. Par exemple, sur Allociné, vous allez noter un film 3 étoiles, 4 étoiles, donc ça c'est un signal explicite. Aujourd'hui, c'est plutôt des signaux implicites, c'est l'historique de navigation de quelqu'un, donc qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il achète. Et de regarder ça sur l'ensemble d'une communauté pour nous permettre de déterminer pour un individu donné, avec un niveau de précision le plus élevé possible, quels sont les objets intéressants pour lui. Donc bon, assez rapidement, donc, ça peut s'appliquer un peu à n'importe quoi. Donc assez rapidement, il a fallu cadrer un peu ce qu'on allait en faire et déterminer quels étaient les produits. Et donc c'est dans un parc pas très loin d'ici qu'on discutait avec Franck et qu'on définissait sur quel produit on allait bosser, qu'est-ce qu'on allait faire de cette techno qui était meilleure que l'état de l'art de l'époque et des algos de l'époque. Et surtout qui marchait dans des vraies situations avec moins de données, etc. Bon, je ne parle pas trop de détails des algos, enfin, sauf si ça vous intéresse. Et en fait, on a eu plusieurs idées. Donc la première idée, c'était de dire on va faire une application de recommandation de CV. J'ai vu tout à l'heure une démo d'un des projets qui a été fait par le wagon, qui est une appli qui est lancée, qui est approuvée sur l'App Store aujourd'hui, c'est ça? Oui. Non, donc en fait, on avait une idée un peu comme ça au départ, de dire potentiellement, je vais recevoir des milliers de CV si je suis une entreprise un peu grande, un peu connue, pour des jobs que j'ai ouverts. Donc comment est-ce que je sélectionne les bons CV sans voir tout le monde, de façon un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Et donc on avait cette idée de dire, tiens, j'ai un job donné,
le système me propose des CV au hasard au départ, je les note et au fur et à mesure il apprend et il me donne des trucs de plus en plus pertinents. Voilà, donc ça c'était une mauvaise idée, hein, donc on n'a jamais implémenté. En fait, assez vite on s'aperçoit que c'est une mauvaise idée parce qu'il n'y a pas assez d'infos dans le CV. En fait, il n'y a pas assez d'infos et donc c'est difficile de pipoter entre guillemets le CV. Et donc bon, on peut appliquer plein d'algos mathématiques, mais s'il n'y a pas les bonnes données en entrée, ça ne donnera jamais un truc vraiment sympa. Puis on ne voyait pas bien exactement quand on allait gagner de l'argent avec cette application-là. Donc ça c'était une idée, mais on l'a jamais vraiment fait. Et en fait, donc l'autre idée sur laquelle on a commencé au départ, c'est de se dire, concentrons-nous sur les produits sur lesquels les goûts sont les plus subjectifs. Donc c'était les biens culturels, donc les livres, la musique, les jeux vidéo, les films. Et donc là, c'est particulièrement intéressant d'avoir des recommandations personnalisées parce que les goûts sont différents d'une personne à une autre. Il n'y a pas de vérité absolue sur ce qu'est un bon film ou un mauvais film. Ça peut se débattre, mais on va dire que, sans rentrer dans les discussions philosophiques, il y a des goûts très variés dans la nature, alors que bon, si on parle de machine à laver, peut-être que les critères sont plus objectifs. Moins intéressant de faire des recommandations personnalisées de machine à laver que de films ou de livres. Donc on s'est concentré sur ces catégories-là, et donc le premier produit qu'on a essayé de faire, c'était un site web, donc un site grand public, qui allait recommander des produits sur toutes les catégories de produits de l'univers, mais en commençant par quelques catégories, donc les biens culturels, avec l'idée qu'on allait rajouter toutes les catégories après. Donc on a commencé avec les films, qu'on allait crawler les infos sur l'API d'Amazon, sur Allociné, on ne peut pas le dire, ça, je peux le dire maintenant, mais bon, donc on se concentrait sur les informations publiques qu'on a le droit d'aller chercher finalement. Et on avait ces algos de recommandation, donc on venait sur le site, on commençait à noter des produits, des films sur cette catégorie-là, et le système apprenait en temps réel et proposait après des produits pertinents. Et donc là, l'idée, c'était de se dire qu'il y avait déjà une chaîne avec des comparateurs de prix, les calculs, c'est un petit peu le modèle de la startup qui a bien réussi à cette époque-là, qui ensuite, on voit les internautes sur des sites de e-commerce avec de l'affiliation, on gagne de l'argent à travers les commissions sur les ventes. Nous, on se disait, avant de comparer les prix, il faut déjà savoir ce qu'on veut. Et donc, on va créer le service qui permet aux gens de savoir ce qu'ils veulent. Et on faisait le pari qu'en fait, il y avait beaucoup de catégories de produits et beaucoup d'éléments sur lesquels, en fait, on ne sait pas ce qu'on veut. Et on avait quelques signaux. Par exemple, un des premiers clients d'Allociné, c'était une boîte qui s'appelait Gloria. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de Gloria ou si vous avez connu. Non, vous connaissez Netflix, j'imagine? Ouais. Gloria, c'était un peu le Netflix européen. Bon, donc c'était encore sur le service d'envoi de DVD par la poste, location de DVD, donc c'est envoyé par la poste, envoyé. Donc c'est pas encore la VOD, mais c'est ce que faisait Netflix jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et donc là, le problème qu'avait ce genre de site, c'est que tout le monde veut les mêmes DVD. C'est-à-dire quand un film vient de sortir, le blockbuster vient de sortir, tout le monde le veut. Et donc quand on envoie un DVD physique, on a un problème de gestion du stock. C'est-à-dire si tout le monde veut le même truc à un instant T et qu'après, un mois plus tard, plus personne ne le veut, moi je veux pas en acheter 200 copies ou 5000 copies si un mois plus tard, il n'y en a plus que 30, j'en ai plus besoin que 30. Donc là, le challenge, c'était d'essayer de faire tourner le fond de catalogue, de recommander des produits qui sont moins visibles, moins sollicités naturellement. Donc on sentait qu'il y avait ce besoin, et donc de se placer en amont de la chaîne de valeur, de fournir des idées sur ce qu'on peut consommer avant de comparer les prix et de décider où l'acheter. Donc ça, c'était une des premières idées. Ça n'a pas marché, ce truc-là, ça n'a pas marché du tout. Donc on a développé le site, on a fait plusieurs itérations, donc comme il nous manquait du contenu, on a développé des fonctionnalités où les internautes eux-mêmes pouvaient rajouter les informations qui nous manquaient, donc c'est comme une espèce de wiki plus recommandations, donc tout le monde pouvait enrichir les infos. Mais assez vite, on s'est aperçu qu'on avait pas mal d'internautes qui venaient, qui essayaient le truc, et puis passaient l'effet nouveauté, ne revenaient plus. Puis on avait un petit groupe, mais pas assez grand, d'utilisateurs qui revenaient régulièrement, qui était plutôt le comportement qu'on voulait voir. Petit groupe qui était probablement les employés Criteo et les amis et les familles des employés Criteo, mais faible nombre d'employés Criteo. Et donc, on voyait bien que passer l'effet curiosité, c'était pas sticky, ça revenait, les gens ne revenaient pas. Et après quelques itérations, l'analyse qu'on a faite, c'est parce qu'on n'avait pas assez de contenu. C'est-à-dire que sur les films, si j'ai juste le titre du film et puis vaguement une date de sortie, il n'y a rien d'autre, et que le système vous dit faites-nous confiance, le film ID 743, ça va être super, vous allez aimer, mais il n'y a rien pour essayer de se faire une idée par soi-même, ça ne suffit pas. Donc clairement, les gens retournent sur Allociné et puis ils vont regarder les vidéos, les potins sur les acteurs, etc. Et c'est ça qu'ils ont envie d'avoir. Et donc soit on avait une stratégie d'acquisition du contenu pour aller chercher tout ce qu'il y a sur Allociné, et puis ça sur toutes les catégories de produits qu'on allait faire, soit c'était pas viable. Et clairement, on était une start-up, on n'avait pas beaucoup de moyens, et on voulait se focaliser sur la techno et pas sur l'acquisition de contenu, on n'était pas dimensionné pour faire ça, donc on a abandonné cette idée. Donc l'autre idée sur laquelle on a enchaîné, je continue là-dessus, dites-moi si ça vous intéresse, sinon on passe sur autre chose. Si ça vous intéresse pas, dites-le, vous faites comme ça, et puis je parle d'autre chose, d'accord.
Donc l'autre idée en parallèle, c'était plutôt que de faire un site B2C, c'est-à-dire pour le grand public, c'est d'aller fournir la fonctionnalité technique de recommandation personnalisée de produits à tous les sites qui pourraient en avoir besoin. C'est-à-dire aller injecter notre fonctionnalité de recommandation sur tous les sites où c'est intéressant, plutôt que d'essayer de recréer tous les sites sur notre propre site. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on a démarré un peu en même temps. J'en parle après, mais finalement, dans le temps, c'est venu un peu en parallèle. On avait un peu ces deux idées. Donc là, c'est plus un business B2B. On va vendre à d'autres sociétés et on va leur fournir la techno. Donc dans notre pitch de l'époque, on disait, et on se basait sur les données d'Amazon, qui était un des rares sites à avoir ce genre de techno de personnalisation. Donc Amazon prétendait que 35% des ventes venaient de la personnalisation, des recommandations personnalisées sur le site. Et donc, c'est un montant assez énorme. Donc tous les autres sites de e-commerce de la Terre, en gros, n'avaient pas ce genre de techno. On disait, vous pouvez augmenter vos ventes. Amazon, c'est 35%. On a une techno qui est même meilleure que celle d'Amazon parce qu'on fait des trucs plus sophistiqués. Donc, c'est vraiment un enjeu important pour vous. Faites-le. Donc, c'était fournir ce service. Alors, le premier produit, c'était une intégration un peu geek. Donc, c'était une API. C'était une API, donc c'était un web service. Je ne sais pas si ça vous parle maintenant que vous avez fait la formation. Web service, SOAP. Donc on fournissait, donc c'était notre moteur de recommandation qui était capable d'injecter, de prendre en entrée des marques d'intérêt, c'est-à-dire des notes sur des produits ou des données comportementales, et qui allait en sortie donner des recommandations de produits à un utilisateur ou des produits similaires. En fait, c'est un truc maintenant qui est devenu super mainstream, on voit partout sur Internet. Les gens qui ont aimé ce produit ont aussi aimé, blablabla, on voit ça partout. Ça, c'est la recommandation produit à produit, c'est-à-dire contextuelle. C'est pas une recommandation personnalisée, en fait, tout le monde voit la même chose. Et puis la vraie recommandation personnalisée qui est basée sur un utilisateur, qui est, tiens, sur ton historique de navigation, d'après ce qu'on sait sur toi, voilà les produits les plus intéressants. Donc les deux types de recommandations sont utiles et se mettent à différents endroits sur le site. Donc notre cible, c'était les sites de e-commerce pour faire vendre plus de produits, et des sites d'immédiat comme un Allociné, c'est-à-dire qu'ils ne vendent pas des produits directement, mais qui gagnent leur vie à travers la publicité. Et donc plus il y a de pages vues et plus les gens restent longtemps sur le site, plus ils gagnent de l'argent. Donc là, l'ARCO personnalisé, ça permettait de faire rester les gens plus longtemps sur le site, et donc plus de pages vues, plus de revenus. Donc assez vite, entre ces deux flux, entre le e-commerce et les sites médias, on s'est spécialisé sur le e-commerce, parce que la valeur ajoutée est plus immédiate, c'est-à-dire faire du chiffre d'affaires supplémentaire. Bon, quand on fait un petit peu les calculs, ça rapporte beaucoup plus de valeur par rapport à la mise en place du service que de générer plus de pages vues. Et puis pour les sites médias, l'enjeu c'était plus de mieux monétiser les pages existantes que d'avoir plus de pages monétisées. Donc on s'est concentré sur la partie qui semblait la plus intéressante, les sites de e-commerce. Donc tout ça c'est 2005-2006, donc on pitch pas mal de clients potentiels, on fait un petit bilan à la fin de l'année 2006, et à la fin de l'année 2006 on a 2 clients en prod. Donc c'est pas génial, globalement c'est pas le rythme auquel on voulait aller, c'est pas explosion de chiffre d'affaires donc on a 2 clients en prod, on a plein de discussions en cours, donc on a même des contrats qui sont signés, mais en fait qui ne rapportent rien tant qu'ils ne sont pas en prod et live parce qu'on ne rend pas le service. Puis on a plein de discussions, les gens sont intéressés, mais ça traîne un petit peu. Donc le cas d'école, c'était un peu Fnac. On a eu une discussion avec la Fnac avant la première levée de fonds. D'ailleurs, la démo à la Fnac et le feedback de la Fnac, c'était une des conditions un peu préalables à l'investissement. Donc les fonds d'investissement attendaient le feedback de la Fnac pour savoir s'ils voulaient investir dans Criteo. Il y avait une démo assez importante à faire. Donc la démo s'est bien passée, la Fnac était intéressée, mais finalement c'est devenu notre client 3 ans plus tard. Donc c'est un petit peu que ça a été un peu long, il y a eu des péripéties. Et pourquoi c'était lent et pourquoi ça ne se développait pas bien? La techno avait l'air d'être efficace ou de bien fonctionner. En tout cas, on avait l'impression que ça marchait bien. Sur les quelques clients sur lesquels on testait, on avait l'impression que c'était pertinent. En même temps, on ne savait pas le mesurer. En fait, on avait 3 problèmes. C'était trop compliqué techniquement à intégrer pour nos clients. C'était un peu un truc de geek, cette première version. Donc c'était très riche. Fonctionnellement, on pouvait faire plein de trucs, on a imaginé plein de fonctionnalités. Mais ça demandait un temps d'intégration de dev pour le client qui n'était pas négligeable. Et souvent, en plus, ils en profitaient pour dire tiens, puisqu'on va faire ça, on va refaire tout le site, on va ajouter de la personnalisation partout. Donc le deuxième problème, finalement, c'était un peu la complexité du projet qui était en train de se mettre en place. Complexité même marketing fonctionnelle. C'est-à-dire, tiens, je vais tout refaire mon site, je vais mettre de la personnalisation partout, je vais utiliser votre API, je vais le mettre dans tous les sens. Et bon, c'est pas réaliste. Pas réaliste, et avec des ressources de dev chez le client qui étaient limitées. Donc après, l'équipe technique les faisait redescendre sur Terre. Non, vous êtes gentils, mais nous, on a déjà des trucs à faire pour 6 mois. Donc, revenez dans 6 mois nous voir pour ce projet. Et le troisième problème, qui finalement était le plus important, c'était qu'on n'était pas capable de prouver la valeur du service. Donc Amazon, c'est 35% de vente en plus. C'est combien sur ce site sur lequel on vient d'intégrer la techno? On ne savait pas dire parce qu'on avait une intégration au niveau données, à travers une API. Donc on consommait des données en entrée pour nourrir notre moteur de recommandation de produits. Et puis en sortie, on donnait des recommandations pour tel ou tel utilisateur, mais après on ne savait pas ce qui arrivait à ces recommandations, si c'était efficace ou pas sur le site.
Et d'ailleurs, on pensait que c'était à nos clients de savoir comment l'intégrer au mieux, ce qui était une erreur colossale en fait. Ils n'avaient aucune idée de comment le faire. Ils avaient tendance à copier ce que nous on avait fait sur notre propre site B2C, qui était devenu un site de démo petit à petit. N'était pas la bonne intégration finalement. La bonne intégration, c'est d'afficher de la recommandation sur les pages existantes du site, là où passent les utilisateurs, et pas de faire des nouveaux onglets ou des nouvelles pages dans le site qui copient le site qui avait fait Criteo. Parce qu'il se passe la même chose que sur notre site, c'est-à-dire les gens viennent quand c'est nouveau, quand il y a un petit new qui clignote, et puis rapidement, ils se lassent, ils repassent à autre chose et ils ne viennent plus sur ces pages. Tout ça faisait qu'on avait 2 clients en prod, que c'était trop lent et qu'il n'y avait pas un trend qui était satisfaisant. Donc là, on a fait une version 2 de ce produit sous forme de petits widgets web. On appelait ça les widgets ou les composants web. Donc plutôt que d'envoyer des données à travers une API, on allait afficher nous-mêmes le contenu sur le site du client et faire ça de façon un peu plus standardisée, packagée, sous forme de petits widgets, faciles à installer et sur lesquels on pourrait mesurer ce qui se passe sur le site. Avant de faire ça, en fait, avant de faire cette version 2 de notre produit, on a sorti en janvier 2007, et ça c'est un truc qui a été codé en moins de 2 semaines, en fait, une semaine, et puis après on l'a sorti, on l'a amélioré. On a sorti un petit widget pour les blogs qui s'appelait Autoral, vous vous rappelez peut-être pas, probablement pas, ça a eu son petit succès à l'époque, c'était janvier 2007. À l'époque, il y avait un widget qui était assez populaire qui s'appelait MyBlogLog, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça aussi, un truc qui a été racheté par Yahoo après. C'était un petit widget qui permettait de montrer qui venait visiter votre blog avec des gens inscrits, une photo, donc on voyait les derniers visiteurs, les gens qui étaient passés, etc. Donc on surfait un petit peu sur cette vague-là et l'ascension des blogs, et on a fourni un widget qui s'appelait Autoroll, qui était un peu une blogroll automatique. Une blogroll, vous savez ce que c'est, c'est la liste des liens qui pointent vers d'autres blogs. Et donc on avait un widget qui faisait une blogroll automatique, c'est-à-dire qu'on choisissait nous-mêmes les liens vers d'autres blogs, et on le faisait grâce à la techno de recommandation, c'est-à-dire qu'on apprenait automatiquement ce qui allait être intéressant pour quelqu'un qui visitait ce blog-là. Sans analyser le contenu du blog comme ferait un AdSense, sans regarder les mots-clés et la page, mais simplement sur la base de quels blogs sont visités par quelle personne. Donc complètement comportemental. Donc pourquoi on a fait ça? Parce que on voulait tester la techno à un peu plus grande échelle que les 2 clients qu'on avait en prod, et puis on voulait faire parler un petit peu de Criteo. Donc l'avantage, c'est que avant janvier 2007, quand on tapait Criteo sur Google, il y avait 2 ou 3 liens qui sortaient, c'était la levée de fonds, on avait fait en 2006 et c'est tout. Et après, c'était un peu le désert. Et à partir de Autoroll, comme les blogueurs qui testent un widget, après on font un article dessus dans le blog pour dire j'ai testé le widget Autoroll, c'est bien ou c'est pas bien, mais bon, on prend d'engager la discussion. Il y avait plein de liens après d'articles sur Internet qui parlaient de Criteo, et donc ça a permis de monter la notoriété de Criteo énormément. Bon, après, il a fallu la convertir sur le produit principal. Donc ce widget-là, c'était complètement gratuit, donc il n'y avait pas de business model de gagner de l'argent. Bon, si le volume avait tellement explosé que on aurait tout arrêté pour faire ça. Bon, ça a eu son succès, mais pas au point où on a tout arrêté pour développer ça comme produit principal. Un retour de visibilité qui était cool. Pardon ? Il y avait un retour de visibilité qui était bon quand même. Ouais, et donc on avait des millions de visiteurs uniques qu'on traquait dans le système grâce à ce petit widget-là, parce qu'il y a eu rapidement des milliers de blogs, donc des tout petits qui ont 3 visiteurs par mois, et puis des trucs beaucoup plus grands. On a découvert des sites d'ailleurs qu'on ne connaissait pas, et on pensait que c'était de la fraude, ou il y a des gens qui essayaient de hacker le système au début, mais non, en fait c'était des vrais trucs. Il y avait un site qui s'appelait Chauffeur de Buzz. C'était un blog qui s'appelait Chauffeur de Buzz. J'avais entendu parler, il y a un trafic énorme sur ce truc, c'était à peine croyable. Voilà, donc on a sorti ce widget-là, ça remplit son objectif dans le sens où ça nous a permis de tester la techno à plus grande échelle, de faire parler de Criteo, et puis ça nous a permis de développer les briques logicielles qui allaient devenir la version 2 de notre produit principal, c'est-à-dire ces fameux widgets ou composants web. On a créé le back-office pour s'inscrire, le format graphique, le petit widget qui affiche automatiquement les produits. Et finalement, la version 2 de notre produit, c'était comme un widget Autoroll avec des produits d'un site de e-commerce dedans plutôt que des liens vers d'autres blogs. Donc je dirais qu'on a réutilisé tout ce qu'on avait développé pendant la première moitié de l'année 2007. Et au printemps 2007, donc, on sort la version 2 de notre produit de recommandation pour le e-commerce, qui est sous forme de petits widgets, donc c'est beaucoup plus packagé. Donc c'est mieux qu'avant, si je reprends les 3 problèmes. Donc trop de travail de dev pour les clients, maintenant c'est juste copier-coller d'un petit morceau de HTML, JavaScript sur les pages. C'est beaucoup plus facile. Le premier client qui l'a fait, c'était fait en 30 minutes, alors qu'avant c'était 6 mois de temps d'intégration. Donc c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus rapide. On a éliminé toute la complexité marketing ou les projets pharaoniques et on a simplifié les cas d'utilisation en se concentrant sur ce qui marche, parce que maintenant il y a un widget par page sur le site et il n'y a pas le choix, donc il n'y a pas à réfléchir. Le seul truc qui reste, c'est la partie web design, c'est-à-dire choisir les couleurs, le look and feel, éventuellement changer son CSS, donc le client peut faire ça, mais c'est du web design, c'est plus vraiment du marketing ou de la fonctionnalité. Et puis finalement on peut mesurer la perf, donc on introduit pour la première fois un business model à la perf. C'est-à-dire qu'on est capable de mesurer des ventes incrémentales qu'on génère pour le client, parce qu'on voit les clics sur les recommandations qu'on fait, on voit les produits qui sont achetés derrière, et donc on peut savoir quels sont les produits qui ont été achetés grâce à la techno. Et donc on a introduit un modèle à la perf où on va facturer un pourcentage des ventes incrémentales qu'on a générées, à négocier avec le client.
Donc ça, c'est toute l'année 2007. Fin 2007, on refait un petit check sur où on en est, c'est mieux. Donc on est passé de 2 clients fin 2006 à une trentaine fin 2007. Donc c'est mieux. Mais c'est toujours pas génial finalement. Donc là, ça fait partie de ces moments où finalement on a un truc qui commence à marcher. C'est pas dégueulasse, ça commence à faire un peu de chiffre d'affaires et c'est en croissance. Mais en fait, c'est quand même pas satisfaisant et il faut décider de faire autre chose. Et c'est une décision assez difficile, parce que quand ça marche pas du tout, il n'y a pas le choix, donc c'est assez simple. Quand ça marche un peu, il faut prendre le recul et se dire, bon, ça marche un peu, mais on n'atteindra jamais l'ambition qu'on s'était fixée au départ, les objectifs, donc en fait, il faut faire autre chose. Et pourquoi c'était quand même décevant? Parce qu'on avait quand même surtout des clients de taille moyenne plutôt que des gros clients. Et on sentait que les gros clients n'étaient pas très pressés d'intégrer, même si c'était plus facile. C'était pour dans 6 mois, pour dans 8 mois. Et ça, c'était pas un très bon signe. Ça voulait dire que c'était plus un nice to have pour eux, ce produit-là, qu'un truc qu'il fallait absolument pour hier. Et on sentait en discutant avec eux que ce qu'ils voulaient vraiment pour maintenant ou pour hier, c'était de la publicité, en fait, parce que c'est ce qui permet de gagner des parts de marché dans un monde où le e-commerce est en croissance naturelle assez forte d'année en année. Et le produit qu'on leur proposait, qu'on a appelé le merchandising personnalisé, en fait, la recommandation sur le site, c'était un moyen d'extraire plus de valeur des gens qui sont sur le site en ce moment, alors ce qui les intéresse, c'est plutôt de faire venir les gens sur le site. Voilà, donc c'était plus dans la catégorie nice to have que must have, et donc pour une startup et qui doit aller vite, bon, c'est pas compatible. Et l'autre aspect aussi, c'est que finalement, on a introduit ce business model à la performance où on facture selon les résultats. Donc on pouvait mesurer, on pouvait montrer que ça marchait super bien, donc ça générait énormément de valeur pour les clients. Par contre, les gros clients n'étaient pas prêts à payer proportionnellement à leur taille. C'est-à-dire qu'ils nous disaient, bon, c'est super, vous générez plein d'argent pour moi, je vous donne 10 000 € par mois. Flat fee, et c'est tout. Et là, il n'y a pas tellement de négociation possible, c'est-à-dire qu'on peut simplement refuser de vendre le service en disant, c'est pas la vraie valeur, vous allez gagner beaucoup plus d'argent, donc je vous le vends pas et vous allez bien accepter d'être facturé plus cher. Et autant en 2005, personne ne faisait ça, autant à la fin de l'année 2007, il y avait 20 boîtes qui proposaient un service similaire. Donc ça devenait plus compliqué. Donc ça devenait presque une commodité très très vite. Et d'ailleurs aujourd'hui, on voit ça partout, sur tous les sites, c'est devenu quasiment une commodité. Qu'on pensait qu'on a une techno qui était bien meilleure que ce que proposaient d'autres et qu'on générait plus de valeur, mais ce n'était pas sûr que la bataille allait se gagner purement sur la techno. Et une fois qu'il y a une solution qui est déjà installée sur un site, il y a quand même un peu de travail d'intégration, même si on l'avait réduit, on n'a pas spécialement envie d'en tester une autre. Donc ça allait être une bataille assez commerciale et pas forcément techno, on n'était pas forcément équipé pour ça. Donc on a décidé de changer de marché finalement, mais avec les mêmes clients, et de passer sur la publicité. Voilà, donc là il y a eu quelques itérations, je ne sais pas si vous voulez que je raconte ça en détail, je peux, mais on a fait quelques itérations. Le problème qui s'est posé, c'est-à-dire que les recommandations de produits qu'on affichait, il suffisait d'afficher à peu près la même chose en dehors du site et ça devenait des bannières publicitaires. Il suffisait de régler un petit peu la taille, rentrer dans les formats prédéfinis, etc. Donc le problème qui s'est posé assez vite, c'était simplement où afficher ces publicités. On fournissait de la techno, on fournissait un service technique à nos clients, donc on n'avait pas de réseau pour aller diffuser des publicités. Donc la première tentative sur la publicité, ça a été de se brancher dans l'écosystème de l'affiliation. Vous savez tout ce que c'est, l'affiliation? Ouais, non? Rapidement. Bon, pour ceux qui ne savent pas, en 2 minutes, c'est le programme par lequel les sites de e-commerce vont verser des commissions à d'autres sites qui leur amènent du trafic et qui génèrent des ventes. Donc finalement, il y a des réseaux d'affiliés, il y a des intermédiaires qui gèrent ces écosystèmes et qui affichent des bannières publicitaires qui ne sont pas forcément optimales. Donc on a leur proposé des bannières publicitaires avec des produits dynamiques et qui correspondent aux intérêts des personnes qui voient la publicité, exactement ce qu'on affichait sur le site de e-commerce. Et on allait augmenter les revenus pour le même nombre d'affichage pour cet écosystème-là. Donc on augmente la taille du gâteau et l'idée c'est qu'on allait prendre une part du gâteau, sachant qu'on l'augmentait suffisamment pour que la part qu'on prenne fasse en sorte que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde à la fin. Donc on a signé des deals avec des sociétés comme TradeDoubleur, Zanox qui géraient des réseaux d'affiliation. On a commencé à diffuser ça et puis on s'est aperçu assez vite que ce n'est pas un business model qui allait marcher. On ne contrôlait rien, on ne contrôlait pas les volumes, on fournissait une techno, on était complètement dépendant de beaucoup trop d'autres acteurs dans une chaîne pour que les publicités soient affichées, on ne contrôlait absolument pas les volumes. Donc on a fait des intégrations techniques et puis sur les sites sur lesquels les bannières devaient s'afficher, on appuyait sur F5 toute la journée pour essayer d'en voir une et on ne voyait rien qui s'affichait. Il y avait 3 affichages à la fin de la journée, donc les volumes étaient ridicules, donc c'était absolument pas significatif. Donc on voyait bien que ce n'était pas un modèle qui était viable, on ne contrôlait pas notre destin. Donc on a changé de modèle économique complètement en mi-2008. Et on a commencé à acheter des espaces publicitaires nous-mêmes. Et donc, plutôt que de faire 100% de marge sur un service technique, on dépense de l'argent pour acheter des emplacements, on est payé à la performance quand ça marche, et puis on a cette espèce de modèle d'arbitrage, on achète au volume et on gagne de l'argent à la performance. Donc on a commencé à le faire, et le premier test a été fait avec les Skyblogs, donc mi-2008, avec un trafic colossal à l'époque, des milliards de pages par mois, 9 millions de blogs en France, je crois qu'on doit être le pays dans le monde où il y a le plus de blogs par habitant.
Bon, c'était plutôt des blogs d'ados, donc pas forcément de la super qualité de trafic, globalement, du langage SMS. Donc bon, c'est pas du trafic qui était vendu très cher par Skyblog parce que le contenu était pas très pertinent pour des annonceurs classiques. Et le public était plutôt un public jeune qui n'avait pas forcément un pouvoir d'achat énorme. Mais bon, pour nous, c'était très intéressant parce qu'on ne voulait pas analyser le contenu, on se basait sur le comportement, donc finalement, c'était bien que ce soit pas cher. Et on a affiché des publicités pour Price Minister. Donc on était finalement un affilié de Price Minister, presque comme un autre. Presque, parce qu'on avait quand même l'intégration technique sur leur site pour récolter les historiques de navigation qui nous permettaient d'alimenter la techno. Donc on a fait ce premier test, on a dépensé 10 000 € sur Skyblog et on a récolté des revenus d'affiliation de Price Minister. On a récolté 3 000 € sur le premier test, donc c'est pas tout à fait ça, il fallait encore tuner le modèle, ça ne marchait pas. Et il y a quand même une très bonne nouvelle qui était que quand on regardait le détail de ce qui se passait sur Skyblog, il y avait 20% des internautes de Skyblog qui étaient passés sur Price Minister. Et donc pour cela, ça marchait super bien. Et en fait, tous les clics de la campagne venaient quasiment que de ces 20%-là. Et puis, il y avait 80% qui n'étaient jamais venus sur Price Minister. Et pour cela, comme ils ne sont jamais venus, on ne peut pas faire de magie noire non plus, donc on ne pouvait pas personnaliser le contenu, parce qu'on n'avait aucune information sur eux. Donc là, c'était une bannière un peu plus standard, avec le top des produits ou le top des ventes. Et ça ne performait pas du tout. Donc finalement, la perf générale de la campagne était plombée par ces 80%. Mais quand on pouvait appliquer la techno, ça marchait très bien. Donc il manquait une petite étape supplémentaire. Donc on a d'abord essayé de faire mieux marcher ces 80% avec d'autres techniques, d'autres algos. On s'est aperçu assez vite en fait que on pouvait n'acheter que les 20%. Donc c'était plutôt la bonne nouvelle. Ça fait partie des coups de chance qu'on n'avait pas forcément prévu, on n'avait pas imaginé ça quand on a démarré. Mais en fait, les ad serveurs du marché, c'est-à-dire les logiciels qui gèrent le placement des publicités sur un emplacement donné, qui sont utilisés par les sites éditeurs auxquels on achète de l'espace, avaient des fonctionnalités de ciblage ou même de reciblage qui permettaient de choisir les utilisateurs qu'on voulait acheter. Et donc, on s'est plugué sur cette fonctionnalité-là. Donc, quand les gens passaient sur Price Minister, on appelait le petit pixel de tagging et qui permettait de dire à Skyblog, ces gens nous intéressent, donc en fait, on va faire une campagne où tu nous envoies que ces gens qu'on a marqués. Donc finalement, on n'achète que les 20% qui nous intéressent et là, ça devient rentable. Si on considère que finalement toute la perte venait de ces 20%-là, on va toujours gagner à peu près 3 000 € et on va payer 2 000. On a divisé par 5, on n'achète plus que 20%. Donc ça devient rentable et ça marche. Donc c'est ça qui s'est passé finalement. Donc ça, c'était un coup de chance, si vous voulez, parce qu'on n'avait pas forcément prévu ça. Ça aurait été beaucoup plus compliqué pour nous si ces fonctionnalités de ciblage n'avaient pas existé dans les ad serveurs. Parce qu'il aurait fallu essayer de faire marcher ces 80%. On n'aurait peut-être jamais réussi à arriver au point de performance où ça fonctionne. Et donc ça fait partie des choses où les étoiles étaient alignées dans le bon sens au bon moment pour que ça marche. Et d'ailleurs, en fait, la publicité, on n'était pas du tout des experts de la publicité quand on a démarré Criteo. En fait, il n'y a aucun de nous qui ait vraiment travaillé dans le domaine. À tel point que je me rappelle d'un meeting en 2007, j'étais allé avec Jean-Baptiste, on était allé voir Yahoo pour parler d'un sujet, et eux nous parlaient dans la discussion d'ad server. On disait, tiens, mais on ne sait pas ce que c'est qu'un ad server. Donc on se regarde avec Jean-Baptiste en sortant de cette réunion, on dit, bon, il faudrait quand même qu'on aille regarder ce que c'est qu'un ad server, parce que ça a l'air important, ils n'arrêtent pas d'en parler. Donc ça, c'était notre niveau sur la publicité en 2007. Et en fait, à partir du moment où on a créé un produit sur la publicité, on est rentré dans le domaine, on est devenu expert du domaine par la force des choses, mais je dirais que c'est venu de façon itérative, pas parce qu'on avait une vision géniale sur ce qu'on allait faire sur la publicité Day One, en fait. Voilà, donc ça c'est schématiquement le parcours Criteo, et donc à partir de 2008, il y a eu une croissance beaucoup plus rapide, à la fois des effectifs, des revenus, et puis c'était une autre phase pour Criteo. Donc en mi-2008, on était encore une vingtaine de personnes, entre 20 et 30. Et après, on a fait plus que doubler tous les ans sur le nombre de personnes, les revenus, et donc on est à peu près 1000 aujourd'hui. Donc c'est une croissance très rapide. Assez rapidement, à partir du moment où on a trouvé un modèle qui a marché en France avec Price Minister, Skyblog, on a étendu le système une fois qu'il était viable et qu'il fonctionnait bien. Plus de clients en France, plus de sites éditeurs. On est assez rapidement allé dans d'autres pays, en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Et puis après aux États-Unis, on a étendu le périmètre assez vite après. Donc c'était une deuxième phase de scaling du business et puis d'amélioration de la techno de façon continue. Voilà. Et après vous êtes entré en bourse. Pardon ? Et après vous avez fait une IPO. Et on a fait l'IPO effectivement fin octobre 2013 sur le Nasdaq. C'est plus simple, c'est plus compliqué. L'IPO, en fait, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que l'IPO, c'est une levée de fonds, finalement. Et il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que, alors évidemment, quand on démarre une start-up, on dit IPO, c'est un peu l'objectif suprême, le Graal. On dit soit je vends ma boîte, soit je fais une IPO. Mais en fait, quand on revend sa boîte, c'est un peu la fin du chemin. C'est-à-dire qu'on peut continuer dans la boîte qui a racheté. En général, ça dure un certain temps. Et puis après, les fondateurs vont faire autre chose et on repart sur notre aventure. Donc c'est un petit peu quand même une étape qui
qui est proche de la fin du chemin. Une IPO, c'est une levée de fonds, hein. C'est-à-dire que c'est une levée de fonds publique, mais c'est pas tellement différent d'une levée de fonds privée de capital risque. Alors bon, les avantages de l'IPO, c'est que ça permet de lever de l'argent sur le marché à une bonne valo. C'est un peu le fait de se prêter à toutes les normes, les régulations, enfin ça permet de le faire dans de meilleures conditions, avec plus de gens potentiellement qui prennent des parts, et donc ça permet de lever du capital dans de bonnes conditions. C'est à ça que ça sert. Et puis ça sert à monter le niveau de notoriété de la boîte, donc changer un petit peu de dimension, parce que quand on a fait une IPO, ça positionne dans une ligue un peu différente de toutes les autres startups qui prétendent faire la même chose. Et un client, c'est pas forcément le chiffre d'affaires qu'on fait, pas tous les ratios en tête, donc finalement quand on va voir un client qu'on dit bon, on est Criteo, on a un truc super à vous montrer, ils n'ont pas forcément les informations que nous on a, et donc on n'est pas forcément différent de plein d'autres petites boîtes qui prétendent avoir la même chose et qui n'ont pas du tout la même solidité. Donc le fait de faire l'IPO, ça permet de se placer dans une ligue différente et d'ouvrir des portes commercialement, donc ça a aussi ce bénéfice-là. Mais en termes de parcours dans la société, c'est pas une fin en soi, et aujourd'hui on pense encore, avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, qu'il y a encore beaucoup plus de vent que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On est dans un marché qui est encore beaucoup plus grand que ce que nous on fait aujourd'hui. On a encore finalement des petits poussets sur le marché, hein, malgré la croissance qu'on a eue. Et donc, y a des possibilités énormes d'étendre le business, le produit de plein de façons différentes. Et on a des fondations assez solides pour le faire. C'est tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ça nous donne des fondations solides pour avoir les moyens de nos ambitions et aller plus loin, franchir des étapes. Et on pense encore qu'on est capable de faire beaucoup plus en termes de développement de produits, de croissance de la société. Donc voilà, c'est pour ça que l'IPO finalement, alors il y a eu beaucoup de préparation en interne, de discussions sur l'IPO, donc j'étais content qu'on l'ait fait finalement fin 2013, parce que ça permettait de dégager un petit peu l'horizon. C'est-à-dire que finalement on finit par se focaliser sur l'IPO, puis une fois qu'elle est faite, on se perçoit que on revient au bureau le lundi, et puis c'est la même boîte, il y a toujours les challenges, et on a fait l'IPO, c'est super, et maintenant on retourne au business, et voilà, on s'y remet. Après, il ne faut pas bouder son plaisir, c'est-à-dire que le jour de l'IPO, on a célébré comme il se devait, c'était un moment sympa, t'es écrit Criteo sur la tour du Nasdaq à Times Square, c'était sympa de vivre ça, on était content, il faut célébrer, c'est important de célébrer, mais après, une fois qu'on a célébré, c'est back to business. Voilà. Mais justement, en fait, par rapport à ça, la question c'était aussi par rapport à une croissance qui est quand même très rapide. Enfin, comment tu passes d'un truc petit, un truc aussi gros en si peu de temps? C'est quoi les gros blocages, les gros moments difficiles quand tu dois développer aussi vite? Ouais. J'ai envie de dire, on fait un peu comme on peut. Je suis pas sûr qu'il y a une théorie. En fait, on est toujours un petit peu en mode urgence, mais bon, c'est un bon problème à avoir. C'est-à-dire que les premières années, on n'avait plutôt pas de croissance des revenus, donc ça c'est plutôt le mauvais problème à avoir. Et on a essayé de recruter certains profils trop tôt, je pense à Criteo. On a essayé de recruter des directeurs des opérations, par exemple assez tôt dans la vie de la boîte, on a préparé, on a structuré. Et en fait, il n'y avait pas grand-chose à structurer parce qu'il n'y avait pas de revenus. On pense qu'au début, il faut des profils qui sont capables de générer des revenus et le produit et la techno. En fait, le reste, ça ne sert pas à grand-chose au départ. Et le recrutement, qui est un truc clé et qui a toujours été clé, qui continue à l'être aujourd'hui. Mais finalement, ça ne sert à rien d'avoir des profils pour structurer des choses qui ne sont pas encore là et on peut voir venir. On a essayé de recruter des profils comme ça qui n'ont pas marché parce qu'il n'y avait pas vraiment matière pour ces gens-là suffisamment à se mettre sous la dent à ce moment-là. Après, quand on est passé sur la phase de croissance, je dirais qu'on est toujours un peu en retard sur la structuration par rapport à ce qu'il faudrait à un instant T. C'est-à-dire que le temps de rattraper, de structurer un peu les choses, de gérer les problèmes, les urgences qu'on a vues, on a géré ça, mais en fait, il y en a des nouvelles qui sont apparues. Donc, c'est un peu une course de vitesse en permanence. Et donc, il faut arriver à essayer de sortir la tête de l'eau, prendre un peu de recul et puis structurer. Mais c'est forcément un environnement qui est plus chaotique qu'une boîte normale qui se développe à un rythme plus lent, et en même temps c'est bien. Je pense qu'il y a des gens qui aiment bien cet environnement, c'est-à-dire plus d'autonomie pour les gens, parce que de toute façon on ne peut pas faire autrement, et donc le but c'est d'essayer de donner un maximum de contexte aux personnes pour qu'ils puissent être autonomes. Et donc la bonne solution finalement, c'est un truc que Netflix et puis d'autres boîtes ont bien formalisé dans leur company handbook. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu ces documents, c'est vachement intéressant. C'est le guide de l'employé de Netflix ou d'autres boîtes, comment ça se passe, la culture de la compagnie. Et donc ils parlent un petit peu de ça en disant quand la société grandit, comment on fait? Il y a de plus en plus de gens, de plus en plus de trucs qui peuvent foirer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met plus de process dans tous les sens pour essayer d'encadrer, border ça. Et en fait, c'est pas idéal comme réponse parce que c'est forcément plus compliqué, on est toujours en retard, et puis ça peut devenir lourdingue et ça peut être démotivant. Donc finalement, la bonne solution, c'est de recruter des gens encore meilleurs et puis de leur donner un maximum d'autonomie pour qu'ils prennent les bonnes décisions, finalement.
Et on embauchait des gens qui sont bons pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Donc c'est vrai qu'en termes de politique de recrutement, on a toujours cherché à mettre la barre la plus haute possible, de recruter des mecs les meilleurs possibles, meilleurs que nous si possible, hein, et qui sont capables d'en faire un maximum, et après de leur donner les clés et de les laisser le faire, de ne pas micromanager, sinon c'est impossible de gérer ce genre de croissance, quoi. Ça, je pense, c'est un des trucs qu'on a bien fait à Criteo au fur et à mesure des années, c'est de recruter les bons talents au fur et à mesure dans les différents jobs, hein, techniques, commerciaux, produits, et des gens qui sont venus après dans la boîte, qui n'étaient pas des fondateurs, mais qui ont été complètement indispensables. Par exemple, un Pascal Gauthier, un Jonathan Wolf, qui sont rejoints après. Mais il n'y a pas de différence, après coup, il n'y a plus de différence entre des fondateurs et ces personnes-là. C'est-à-dire qu'ils ont été complètement clés dans le succès de Criteo à un moment ou à un autre, parce qu'il y a eu la bonne idée, le bon truc au bon moment. Et donc c'est ça, c'est-à-dire que c'est la somme de toutes ces choses qu'on n'a pas forcément prévues, mais qui s'alignent dans le bon sens. Mais c'est-à-dire qu'on s'est mis en condition d'y arriver, qui ont permis de monter en puissance. Puis bon, après, il y a quand même un peu d'organisation, de choses à mettre en place. Aujourd'hui, par exemple, sur les équipes de développement, on a mis en place des guides de carrière un peu plus formalisés. Alors, c'est pas pour mettre les gens dans des cases et dire qu'il n'y a qu'une façon de progresser, au contraire, il y en a plusieurs, mais pour formaliser, par exemple, qu'on peut être aussi senior en tant que contributeur individuel qu'en tant que manager à Criteo, ce qui est le cas dans beaucoup de boîtes américaines, hein, mais on voulait le formaliser parce que c'était implicite et c'était le cas depuis le début. Et tant que l'équipe était peu nombreuse et qu'on pouvait discuter avec tout le monde, ça se faisait naturellement. Et quand l'équipe est un peu plus grande, les gens commencent à dire bullshit, j'ai besoin de preuves, comment tu le prouves, comment tu le formalises, et puis donner un peu des repères sur comment on progresse, formaliser un peu comment on travaille, notre culture, etc. Donc il y a besoin de formaliser un petit peu des trucs. Mais après, il ne faut pas se dire que tout passe par des process il faut aussi se dire qu'on a embauché des gens qui sont très bons et il faut les laisser faire. Donc le but, c'est de leur donner le contexte pour qu'ils aient les informations pour prendre les bonnes décisions eux-mêmes, plutôt que leur dire ce qu'il y a à faire. Donc leur donner les clés de la décision plutôt que la décision elle-même.